Allez, peut-être qu'on va démarrer tout doucement. Bonjour à tous. Donc, on est déjà une trentaine de personnes connectées. Donc, bienvenue à ce webinaire qui va évoquer les développements de parcs au sol citoyens en partenariat. Et donc, je remercie Valentine d'Enercop d'avoir bien voulu apporter son éclairage et son témoignage. Et puis, les partenaires avec lesquels ils ont pu développer des projets. Donc à la fois des partenaires de sociétés citoyennes et une collectivité. Donc merci à Yves, Valérie, Sébastien et David pour leur témoignage également. Donc ce webinaire s'adresse à la fois aux collectifs citoyens et aux collectivités locales. Donc c'est sous la double égide du réseau Oracle et du programme de travail d'Aura 2E en général sur le photovoltaïque, les missions qui nous sont confiées notamment par l'ADEME et la région, et notamment le rôle d'animation du réseau Oracle, donc qui regroupe les collectifs citoyens et les personnes engagées dans l'esprit de la charte énergie partagée. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Valentine. Est-ce que tu veux prendre la main sur la présentation, peut-être, Valentine? Oui, je veux bien, ouais, si c'est possible. Ok. Alors, désolée. Donc, on vous invite déjà, pendant que Valentine affiche son écran, à vous renommer dans le chat pour qu'on sache qui parle, qui s'exprime, etc., qui est là aussi. Et puis, à poser vos questions dans le chat si vous en avez, à couper vos micros tant que vous n'intervenez pas. Voilà, vous avez la main sur vos micros, donc on vous demande quelques rigueurs d'ouverture du son. Bon, sinon, on vous coupera la parole, Naomi ou moi. Et voilà, et on va regarder le chat pour relever les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. Super. Ok, du coup, je me présente. Moi, c'est Valentine Lebopin. Donc, je suis chargée de projet, effectivement, chez Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va avoir l'honneur d'avoir les témoignages de plusieurs acteurs, notamment donc Yves Dieu-Le-Saint, qui est présidente de la centrale villageoise Faucigny-Genevois Citoyen Énergie, Valérie Sol, qui est salariée de Combraille Durable, Sébastien Hérault, qui est responsable du service transition énergétique à Cœur de Savoie, donc la communauté de communes Cœur de Savoie, et David Chabanol, qui est de la centrale villageoise Le Solaret. Donc en termes de programme, je vais passer directement sur le programme. Je vais simplement rappeler en quelques mots qui on est, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, redire quelques mots sur notre coopérative, notamment sur nos différents métiers. Ensuite, on va faire un petit temps d'acculturation, on va dire, sur les centrales au sol. Donc, c'est quoi une centrale au sol? C'est quoi les particularités des centrales au sol? Ensuite, je vais aborder en quelques mots le modèle de développement alternatif et militant d'Enercop. En fait, pourquoi Enercop fait du développement de projet et surtout comment, en fait, pourquoi on a un modèle un petit peu différent. Et puis, la dernière partie, donc ce sera vraiment sur les complémentarités entre Enercop et justement les approches locales, centrales citoyennes ou collectivités, avec les différents témoignages, donc des partenariats qu'on a pu mettre en place avec les acteurs que j'ai mentionnés juste avant. Et enfin, on laissera un large temps de questions, donc au moins 20 minutes. Donc les questions dans le chat, on n'y répondra sûrement pas tout de suite, comme ça permettrait d'avoir on va dire une présentation assez fluide. Par contre, voilà, on répondra bien aux questions à la fin. On a laissé 20 minutes dédiées aux questions. Donc pour rappeler qui on est en deux mots, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes, si tout le monde ne nous connaît pas, donc on est une coopérative qui a été créée en 2010 à Grenoble et en fait en 2005 au niveau national. Donc on a un réseau de coopératives indépendantes qui est né suite à l'ouverture de la concurrence du marché de l'électricité. On s'est dit qu'on voulait proposer une alternative 100% renouvelable et locale en contrat direct auprès de producteurs en fourniture d'électricité. Donc en France, on a 11 coopératives. À Grenoble, nos membres fondateurs, en fait, c'est principalement
des structures comme Espul, l'ASDER, la GEDEN. Donc on a, on va dire, un ancrage assez fort en fait dans le milieu citoyen. On a notamment été un membre historique du réseau des énergies citoyennes en participant à la création de plusieurs collectifs citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi à Énergie Partagée. Et donc en termes d'entreprise, on est agréé entreprise solidaire et d'utilité sociale, ESUS. Et on est surtout une société coopérative d'intérêt collectif, donc avec le statut SIC. Et c'est vraiment au cœur de notre démarche. Enfin, c'est vraiment ce qui cadre toute notre coopérative. Donc simplement pour rappeler, même si certains d'entre vous sont très à l'aise avec ce que c'est une coopérative, notre coopérative, on a une gestion démocratique, c'est-à-dire qu'on a une personne égale une voix, indépendamment du montant pris au capital de la coopérative. On a de fait une lucrativité qui est limitée, et donc ça, pour un développeur d'énergie renouvelable ou un fournisseur d'électricité, c'est vraiment primordial parce qu'en fait, ça cadre vraiment enfin, on n'a pas un intérêt à faire des bénéfices pour faire des bénéfices. En fait, enfin, presque 60% des bénéfices sont réinjectés dans le projet de la coopérative. Et puis, on a un multisociétariat, donc avec différentes parties prenantes qui sont en fait dans dans notre structure de gouvernance. Donc, dans notre assemblée générale et notre conseil d'administration, on a des porteurs, donc les fondateurs de la coopérative, des collectivités, des salariés, des consommateurs d'électricité, des producteurs d'électricité. Et voilà, tout ce joyeux petit monde qui fait vivre la vie de la coopérative. Et donc, Enercop, en fait, on est quand même principalement connu pour être fournisseur d'électricité à la base, parce que c'est notre métier d'origine, notre métier de cœur. C'est voilà, c'est un de nos métiers, c'est de commercialiser cette offre de fourniture d'électricité renouvelable. Aujourd'hui, on a le plus grand réseau de producteurs indépendants en France, donc en fait, on s'approvisionne en contrat direct auprès de producteurs. Et en fait, de plus en plus, on devient nous-mêmes aussi producteurs d'électricité, donc ça va être un petit peu l'objet on va dire, le pourquoi du comment on fait des partenariats sur la production d'électricité, c'est qu'on est aussi producteur d'électricité. Et on a aussi un troisième métier qui est très complémentaire avec les autres, qui est celui de bureau d'études photovoltaïques pour l'autoconsommation, des services pour la sobriété, l'efficacité énergétique. Donc à destination, ça peut être soit des clients professionnels Enercop, des collectivités, des collectifs citoyens. Et en quelques chiffres, donc on a 9600 sociétaires, donc on est une coopérative sur la région, voilà, avec presque 10 000 sociétaires. Ça représente un capital social de 5,5 millions d'euros. Et c'est ce capital social, en fait, enfin, l'investissement citoyen qu'on va investir dans les projets de production sur le territoire. On a 16 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes. En termes de fourniture d'électricité, voilà, on est à peu près à 20 000 compteurs clients, dont 1000 compteurs collectivités. Et donc sur les métiers de production et bureau d'études solaires, donc en production, on a 23 parcs solaires en développement ou en construction. Donc c'est une activité qui est assez récente pour nous, mais voilà, on a quand même déjà bien pris de l'ampleur. Et sur le bureau d'études solaires, on a une cinquantaine de projets accompagnés, dont 10 ombrières et des opérations d'autoconsommation collective. Donc voilà, ça c'était simplement pour resituer Enercop, pour redire voilà, qu'on n'est pas que fournisseur d'électricité, mais on est aussi producteur, bureau d'études, etc. Et on a vraiment pour mission d'être un outil en fait au service du territoire voilà, pour répondre au mieux aux besoins en termes d'énergie localement. Et donc, je vais passer sur les caractéristiques des projets de centrales au sol, parce que c'est un univers voilà, qui est un peu moins connu que le photovoltaïque en toiture en général par les acteurs citoyens ou locaux. Donc, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi aller sur du photovoltaïque au sol, parce qu'effectivement, on se dit que le développement des énergies renouvelables, eh ben, ça passe en priorité sur les toitures, les ombrières, ce qui est complètement vrai. Mais si on regarde les chiffres, en fait, notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc de la PPE, la puissance installée en France en 2021, c'était 13,5 gigawatts crête de photovoltaïque. Et avec les objectifs, on est censé presque faire x3 pour 2028. Donc en 7 ans, on est censé installer tout ce qu'on a installé depuis le début de la filière photovoltaïque en France. Donc, pardon, 2 fois ce qui a été installé depuis le début. Donc c'est vraiment considérable. On sait que voilà, le développement en toiture, en ombrière, il prend aussi du temps pour plusieurs raisons que vous connaissez sûrement très bien. C'est aussi des projets qui peuvent être complexes. Donc le photovoltaïque au sol, en fait, est vraiment un- une pièce du puzzle importante, on va dire, pour cette transition énergétique au niveau global.
Mais évidemment, c'est aussi pas partout. Enfin, on peut pas faire du photovoltaïque au sol partout. Donc, nous, ce qu'on a regardé et puis ce qu'on invite les territoires à regarder, c'est le potentiel en fait de zones artificialisées et délaissées. En France, si on se base sur l'étude de l'ADEME qui date d'avril 2019, qui a recensé donc plus de 1300 sites rien qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes pour un potentiel de 3,3 gigawatts crête. En fait, on se rend compte que c'est une grande partie de sites qui sont de taille modeste. Donc, il y a voilà, une étude qui a regardé en gros tout le potentiel de décharge, d'anciennes carrières, de zones industrielles, etc., qui pourraient être équipées avec du photovoltaïque. Et en fait, on se rend compte aussi que localement, il y a de plus en plus d'acteurs locaux qui sont capables de participer et de porter ces projets, en fait, soit ces petits projets ou ces projets de centrale au sol. Il y a des stratégies territoriales qui commencent à s'affirmer sur les PCAET notamment et qui rendent très concret voilà, la mise en œuvre de ces projets. Et puis, dans le foncier public, on voit aussi qu'une grosse partie de ces terrains dégradés, en fait, appartient au foncier public. Donc, il y a vraiment voilà, plein de facteurs qui font que le photovoltaïque au sol, pour le milieu citoyen et des collectivités, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Donc ça, c'est simplement un petit schéma pour rendre les choses un petit peu concrètes. Qu'est-ce que c'est une centrale photovoltaïque au sol? Donc en fait, c'est assez simple. C'est des panneaux qui sont montés sur des structures métalliques. Ces structures, elles sont battues dans le sol avec des pieux. Donc les ancrages, ils sont totalement réversibles. Soit c'est des pieux qui sont battus ou vissés ou lestés. Mais il n'y a pas de fondation de béton, donc c'est pas on n'artificialise pas en fait les sols. Pareil pour les pistes de circulation qui sont imperméables, qui sont perméables, pardon, justement, qui ne sont pas imperméables. Et puis après, on va avoir des aménagements assez classiques de type clôture, portail. Pour le raccordement électrique, si c'est en haute tension, on va avoir un transformateur privé directement dans la centrale. Donc voilà, c'est en fait assez simple comme équipement. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de maintenance, etc. Mais c'est voilà, c'est relativement accessible en tout cas de ce point de vue-là. Ensuite, si on rentre un petit peu dans le cadre réglementaire, qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qui régit ces projets de centrales photovoltaïques au sol? Euh, donc, on a au niveau du code de l'urbanisme, donc c'est la deuxième colonne, pour tous les projets inférieurs à 1 mégawatt crête, on est sur le régime de la déclaration préalable. Donc, c'est simplement une déclaration préalable, c'est assez simple comme mode d'autorisation. Et au-dessus d'un mégawatt crête, on est sur des permis de construire. Et au niveau du code de l'environnement, on est sur un examen au cas par cas pour les projets entre 300 kW crête et 1 mégawatt crête. Et en dessous de 300 kW crête, on n'a pas d'autorisation environnementale à obtenir. Et au-dessus d'un mégawatt crête, je vais prendre le petit stylo. Donc ici, on a l'évaluation environnementale systémique, donc qui est vraiment voilà, l'étude d'impact environnemental complète avec un relevé faune-flore 4 saisons, donc qui est une étude très coûteuse, enfin, qui est vraiment voilà, une étude à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, nous, à Enercop, on aime bien parler de petits projets et de grands projets. Et donc, ce qu'on appelle les petits projets, c'est assez important parce que c'est un terme qu'on va utiliser dans la suite du webinaire. C'est tous les projets qui sont inférieurs à 1 mégawatt crête. Donc, qui rentrent dans ces dispositions de déclaration préalable et examen au cas par cas ou pas d'autorisation environnementale. Et les grands projets, c'est tout ce qui va nécessiter un permis de construire et une étude d'impact environnemental. Et si on regarde un petit peu dans le détail, alors je vais passer assez vite, mais pour les gens qui aiment bien la technique, on pourra y revenir peut-être dans des questions. Le modèle des petits projets, il a beaucoup évolué en fait ces dernières années. Au départ, c'était que des 250 kW crête. Ensuite, les seuils ont été rehaussés, etc. Donc aujourd'hui, on va dire, ce schéma global de ce que c'est un petit projet de parc solaire au sol. Donc on a effectivement en dessous de 300 kW crête. On va avoir simplement une déclaration préalable. En fait, en termes de raccordement, ça veut dire un raccordement en basse tension avec un point de livraison. En termes de surface, de ce que ça représente, c'est à peu près 4000 m². Donc nous, on dit en général, c'est un terrain de foot. Ça peut couvrir la consommation électrique annuelle de 170 habitants, à peu près. Pour la tranche, on va dire qu'il y a une deuxième tranche, en fait, qui est à peu près le double de puissance, où on peut faire un projet, par exemple, entre 650 kW crête et 700 kW crête, donc qui est à peu près le double de 300.
Et donc en fait, le point de livraison, on va chercher à rester en basse tension, donc on va avoir 2 points de livraison de 250 kVA, donc ça fait 500 kVA raccordés. En termes de, voilà, de surface, et ben, ça fait à peu près 2 terrains de foot. Et donc là, on est, voilà, à peu près sur 200 foyers, en équivalent de consommation électrique annuelle. Et en fait, toujours dans cette catégorie de petits projets, on peut aller jusqu'à 3 points de livraison basse tension, avec une puissance installée entre 850 kW et 1 MW. Et donc, 3 points de livraison basse tension, ça fait à peu près 750 kVA, donc kilovoltampères, en injection. Donc ça, c'est assez important, je le précise parce qu'on va aussi en parler par la suite, enfin, c'est un élément de compréhension pour les partenariats. Et du coup, sur la vente de l'électricité de ces petites centrales, donc il y a plusieurs options ou pas. Donc, il y a l'appel d'offres de la Creux, en fait, PV Sol, donc qui est classique pour les grandes centrales au sol, où les projets sont éligibles à partir de 500 kW. Sauf qu'en fait, ils sont très peu compétitifs parce qu'évidemment, à l'appel d'offres, ils sont, voilà, en concurrence de prix avec des très gros projets, donc c'est très peu compétitif. Il y a pas encore d'obligation d'achat, pardon, comme il peut y avoir en toiture ou en ombrière. Donc ça devrait arriver cette année, mais enfin, ça fait assez longtemps que c'est discuté et qu'un arrêté est prévu. Pour le moment, il n'est pas encore sorti. Nous, pour nos parcs Enercop, eh ben, on s'approvisionne directement auprès d'Enercop. Donc, en fait, on vend l'électricité directement à Enercop avec des contrats de gré à gré. Donc, PPA, c'est contrat de gré à gré sur 30 ans. Donc ça, c'est le débouché, on va dire, des centrales qu'on fait avec Enercop. Et tout ce qui est autoconsommation individuelle ou autoconsommation collective, évidemment. Donc, c'est une possibilité pour vendre cette énergie. Mais attention, parce qu'il n'y a pas de cadre public d'achat du surplus d'électricité. Donc, c'est quand même à réfléchir. Je vais avancer. Des avantages, donc ça, c'est simplement pour dire, par rapport à des très grandes centrales où on a plus l'habitude, voilà, d'entendre parler de centrales photovoltaïques au sol, c'est toujours plusieurs hectares, plusieurs mégawatts. C'est très intéressant aussi, hein. Mais pour les petits projets d'1 mégawatt, ou inférieur à 1 mégawatt, leurs avantages, c'est que, voilà, il peut y avoir une intégration paysagère qui est facilitée, parce qu'en fait, on est sur des petites unités, qui permettent de décentraliser les productions et d'avoir vraiment enfin, voilà, chaque commune a son ancienne petite décharge et on pourrait vraiment accélérer la transition en équipant des petites unités comme ça sur le territoire. Ça s'intègre bien aussi sur le réseau électrique en fait parce qu'on est en injection basse tension, donc ça nécessite pas des gros travaux de raccordement. De fait, comme c'est des petites surfaces, il y a des impacts qui sont vraiment réduits sur l'environnement. On a des parcs qui sont entièrement réversibles, qui ont des emprises au sol très très faibles, qui n'artificialisent pas et en fait, voilà, qui ont très peu de linéaires de clôture, etc. Donc ces petites centrales au sol, elles ont aussi cet avantage-là. Elles sont bien dimensionnées aussi pour un investissement local et citoyen. Donc pardon, pour un projet inférieur à 300 kW, on compte à peu près 330 000 euros d'investissement pour 1 mégawatt crête, donc la tranche haute des petits projets. On est plutôt sur 1 million d'euros, mais ça reste, voilà, ça reste accessible en tout cas pour un acteur citoyen ou local. Et c'est aussi dans des dynamiques de partenariat qu'on peut, nous, Enercop, favoriser le développement de ces projets. Et puis, il y a des temps de développement qui sont rapides, comme on voyait dans le contexte réglementaire. Voilà, une déclaration préalable, ça prend pas beaucoup de temps à instruire par rapport à un permis de construire, etc. Donc, c'est assez favorisant, en fait, pour aussi accélérer la transition énergétique localement. Donc ça, c'est un petit point technique aussi pour ceux qui aiment bien, sur, c'est quoi les critères, en fait, pour repérer, l'opportunité de développer une petite centrale au sol? Alors, c'est pas du tout exhaustif parce qu'il y a beaucoup de critères, à prendre en compte. Il y a aussi beaucoup de cas par cas. Néanmoins, j'ai mis quelques repères, notamment sur les types de terrains. On va chercher, en général avec, des surfaces qui sont incompatibles avec l'agriculture, donc tout ce qui est ancienne décharge, ancienne carrière, des zones de stockage. Sur les surfaces utiles, et ben, comme on le disait tout à l'heure, c'est entre 4000 m², 1 hectare, 2 hectares. Donc, c'est plutôt des petites surfaces. En termes de topographie, il ne faut pas aller au-delà de 15 degrés parce qu'après, c'est compliqué d'avoir des machines en phase chantier qui puissent battre les pieux. En termes d'urbanisme, eh ben, il faut avoir un PLU qui autorise ce type de projet, notamment avec la mention d'équipements d'intérêt collectif. En termes d'agriculture, on regarde que les terrains soient pas déclarés ou exploités à la PAC. En termes de raccordement, on va regarder une ligne HTA. Alors même si c'est en basse tension, en fait, on se raccorde sur des lignes moyenne tension, haute tension.
Il faut en avoir une à proximité. En général, on dit 200 mètres pour 300 kilowatts crête et on peut monter jusqu'à 800 mètres pour 1 mégawatt crête. Donc ça dépend aussi des départements. Si vous êtes en Ardèche, on pourra évidemment aller chercher la ligne un petit peu plus loin que si vous êtes en Haute-Savoie. En termes d'environnement, on évite, ouais, évidemment tout ce qui est protection forte, donc zone humide, réserve naturelle, Natura 2000, et cetera. En termes de paysage, de patrimoine, eh ben, on regarde aussi pour être en dehors des zones de protection, par exemple les zones ABF. Et là-dessus, je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, sur le guide pour des petits parcs PV au sol d'énergie partagée qui est sorti en mars 2023, pour lequel on a largement contribué au sein d'Enercop, et qui est très intéressant et qui permet justement de mieux s'approprier si vous voulez vous lancer sur des projets par vous-même. Et puis aussi un dernier point là-dessus, c'est que en termes d'opportunités, aujourd'hui, c'est très important que si vous identifiez des terrains, ils soient classés dans les zones d'accélération des énergies renouvelables de votre commune. C'est des zones qui permettent en fait de simplifier les démarches à moyen et long terme pour le développement des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment important, voilà, si vous avez des terrains de ce type-là, de bien les faire classer euh, par votre commune. Et enfin, donc là, je crois que c'est la dernière slide, on va dire, de compréhension sur tout ce qui est photovoltaïque au sol. C'est donc là les étapes de développement d'un petit projet. Donc j'ai pas mis tout ce qui est grand projet, mais on pourrait, enfin, s'il y a des questions, je peux y répondre volontiers. Donc pour les petits projets, il y a toute une étape en fait de foncier. Quand on n'est pas propriétaire du terrain, il faut pouvoir louer le terrain. Donc la location du terrain, ça se traduit par un bail et avant cela par une promesse de bail. Et en général, voilà, en général, il y a cette première étape en fait qui est très importante, comme en toiture, vous pouvez signer des cotes ou par exemple, et ben là, ça va être promesse de bail emphytéotique. Ensuite, il y a toute la phase de développement qui commence, donc d'études d'autorisation, avec, voilà, je ne vais pas répéter, mais avec l'examen au cas par cas, donc la petite autorisation environnementale qui nécessite de faire quelques relevés faune-flore-habitat, et qui est instruite par la DREAL. Après, tout ce qui va être autorisation d'urbanisme, donc déclaration préalable, et c'est instruit par les services de l'État. Donc, contrairement aux déclarations préalables en toiture qui sont instruites par les mairies directement ou les communautés de communes, là, c'est instruit par l'État, donc par la DDT. Et une fois que le projet est autorisé, ben, il peut rentrer en phase pré-construction. Donc, demande de raccordement à Enedis, tout ce qui va être consultation des entreprises de travaux, donc ça va être VRD, clôture, paysagiste s'il y a des plantations de haies, etc. par exemple, études géotechniques aussi. Donc on fait une G2 AVP pour ce type de projet pour pouvoir dimensionner les fondations. Il faut valider un tarif d'achat de l'électricité aussi et valider les devis et les financements de la centrale. Et après toute la phase travaux, donc qui dure pas très longtemps, on est entre 2 et 3 mois de construction voilà, au total. Le raccordement électrique de la centrale. Et une fois que le raccordement est fait, eh ben, il y a toute la phase d'exploitation pendant 30 ans. Et s'il y a une opération d'autoconsommation collective en parallèle, il y a évidemment toutes les études liées à la mise en place d'une telle opération pour connaître le potentiel et envisager la mise en place. Et tout au long des projets, il y a évidemment aussi des phases de communication, de concertation avec, avec les structures locales, les communes, etc. Donc ça, c'est évidemment très important. Je ne m'attarde pas dessus, mais voilà, c'est d'autant plus vrai que vous êtes des acteurs locaux et citoyens au plus proche du territoire. Et après, en phase d'exploitation, l'exploitation de ces centrales, c'est en général 30 ans. Donc il y a la maintenance, le suivi d'exploitation à faire, et puis le démantèlement à envisager aussi. Ou sinon, ça peut aussi être la prolongation de la centrale, si elle fonctionne encore relativement bien, ou du repowering, où on change les panneaux pour en mettre des plus puissants, par exemple, et repartir sur 30 ans. Donc ça, voilà, c'était sur l'aspect un petit peu technique, on va dire, des centrales au sol. Maintenant, je vais présenter à peu près en 10 minutes quel est le modèle de développement des projets d'Enercop. Parce qu'on est, voilà, on a un modèle un petit peu spécial, on va dire, dans le monde du développement de projet. Euh, et qui, voilà, qui partage un ADN assez fort, en fait, quand même, de par notre raison d'être, avec les collectivités, les collectifs citoyens. Est-ce que peut-être on lance le petit sondage avant?
Alors je l'ai retiré parce que je pensais qu'on n'avait pas le temps. Ah OK, OK. Si tu veux. Désolée. Hem, donc là, ce petit schéma, je le trouve intéressant parce qu'en fait, il montre toute la démarche de comment Enercop fait des projets et c'est assez parlant, en fait, sur le fait que, voilà, qu'on n'a pas une logique, heu, privée, juste bénéfice et rémunération d'actionnaires. En fait, on a nos sociétaires locaux, donc mince, je vais écrire en même temps. On a nos sociétaires locaux donc qui investissent, dans la coopérative. Donc ça, vous connaissez pour la plupart très bien ce modèle parce que c'est le même, à l'échelle, à vos échelles, intercommunales ou communales. Mais nous, du coup, c'est à l'échelle de la région. Donc la prise de part sociale, c'est environ 5,5 millions d'euros de capital social qu'on investit dans nos moyens de production. Donc des moyens de production, bah, principalement des centrales solaires au sol. Après, ça peut aussi être de l'éolien, de l'hydro, et cetera. Pour le moment, on est principalement sur des centrales au sol. Ces centrales, elles produisent de l'électricité qu'elles revendent à Enercop, aux clients d'Enercop. Et les clients, pour la plupart, environ 1 sur 2, devient sociétaire de la coopérative. Et donc pour nous, c'est tout ce modèle en fait qu'on promeut, c'est, bah, le circuit court de l'énergie. Donc voilà, à une échelle, à notre échelle en tout cas, donc on a vraiment en fait une logique d'approvisionner plus durablement nos clients que ce qu'on fait parce qu'on fait déjà un approvisionnement en contrat direct auprès de producteurs, mais l'idée, ça va être vraiment d'approvisionner de manière encore plus durable, sur 30 ans, dans une logique en fait de prix juste. Et derrière, on est enfin, en étant producteur et fournisseur, on va vraiment chercher le prix juste de l'électricité et le producteur ne va pas chercher à s'enrichir, de son côté et le fournisseur va, voilà, pareil, va va chercher à s'enrichir parce que les 2 doivent communiquer ensemble. Donc c'est voilà, c'est vraiment notre manière de fonctionner. On a l'objectif de couvrir 30 des consommations de nos, voilà, 100 000 clients, en tant que producteurs en 2030. Et aujourd'hui, nos projets à l'étude en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, ils couvriraient environ 6 500 foyers. Donc on est déjà quand même bien avancé sur ce modèle-là. Donc ça, c'est nos projets de production sur le territoire. Donc on a, un peu d'histoire, on a eu des premiers projets de production pilotes, mais c'est vraiment à partir de 2019 qu'on a fait un gros travail cartographique à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur toutes les zones dégradées et délaissées dont on parlait tout à l'heure, issues de l'étude de l'ADEME. Et donc on a recensé à peu près 900 sites, partout sur le territoire. Et donc voilà, on a contacté les acteurs locaux donc pour savoir, comment avancer ensemble sur ces terrains-là. Aujourd'hui, on a 13 projets sur les 19 qui sont en partenariat avec des acteurs locaux, donc soit des collectifs citoyens, des collectivités ou des syndicats, des SEM, des sociétés d'économie mixte. Et donc ça, voilà, c'est la carte des projets. On a à peu près 16 mégawatts crête en développement et 4,5 mégawatts crête en construction, donc qui seront mis en service, en fin d'année ou en début d'année 2025. Et donc, globalement, on a encore des départements où il y a pas forcément de projets, mais, on est quand même plutôt bien répartis, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Et du coup, juste voilà, pour finir là-dessus, qu'est-ce que c'est en fait un développeur coopératif et local? Donc nous, l'idée en fait, c'est vraiment d'être on n'a pas d'objectif de, voilà, de développer, enfin d'être en forte croissance sur des projets et cetera. On va surtout chercher à développer intelligemment des projets au service, des acteurs du territoire. Ça fait vraiment partie de notre raison d'être. Si on regarde un peu les termes, donc coopératif, on a évidemment le statut SIC qui garantit qu'on ne peut pas se faire, racheter. Donc voilà, c'est aussi la garantie d'avoir un partenariat de longue durée. Ça paraît un peu naïf comme remarque, mais en fait, dans le monde du développement de projet, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acquisitions, de cessions et cetera. Donc voilà, c'est aussi, intéressant, pour ça d'avoir un acteur coopératif. Si je continue sur les petits mots en bleu, qui sont liés aux coopératifs, effectivement, il y a cette notion de prix juste de l'énergie. Parce que l'objectif d'Enercop, ça va être en priorité de produire pour alimenter des clients, pour alimenter des vraies personnes qui ont des vraies factures.
et donc en fait de produire à un prix juste pour les consommateurs finaux. Et ça, en fait, ça change tout dans le modèle, dans le paradigme dans lequel on évolue. Dans le développement de projet, et ben, on va chercher à avoir des coûts de production assez faibles et à pas forcément s'enrichir sur les projets. Donc ça, c'est tout le projet coopératif en fait porté par Enercop. On a de fait aussi une rentabilité limitée. Donc on n'est pas un acteur qui fait la course au profit. Et en fait, ça crée vraiment un cadre d'échange qui est assez sain dans les partenariats, notamment parce qu'on a, voilà, sur les modèles économiques, on peut vraiment évoluer en transparence. On a aussi enfin, l'avantage de pouvoir connaître les prix Enercop un peu à l'avance, donc ça permet d'avoir des modèles économiques un peu sécurisés, sécurisants. Et puis voilà, en fait, pour tout ce qui va être dépenses, par exemple les mesures environnementales, etc., ben, en fait, voilà, on va chercher à trouver le plus de solutions possibles dans le cadre des modèles économiques. Et sur le côté local, donc effectivement, en fait, on est une coopérative indépendante en Auvergne-Rhône-Alpes. On évolue en gouvernance partagée et on souhaite vraiment que localement, il y ait une appropriation des questions énergétiques et une réappropriation en fait voilà, des moyens de production localement. Ça, c'est vraiment un axe fondateur d'Enercop. Donc, en interne, déjà, nous, c'est vraiment cette notion de décentraliser les questions de production. En fait, elle se traduit par le fait qu'on soit des coopératives indépendantes par région, mais aussi dans notre ADN de gouvernance partagée, parce voilà, c'est comme ça qu'on évolue en interne en fonctionnement Enercop. Mais en fait, on le traduit aussi dans les projets qu'on porte avec les acteurs locaux, notamment on va en parler tout à l'heure, mais dans le fait de faire des sociétés de projets communes avec les acteurs locaux, etc., c'est vraiment notre manière de fonctionner. Et donc, voilà, pour nous, c'est très important voilà, enfin, c'est même naturel, en fait, d'être en transparence quand on travaille ensemble sur des projets, de chercher à mobiliser localement, à avoir une concertation forte et à coporter les projets avec les acteurs du territoire pour qu'eux aussi montent en compétences. Donc on verra ça avec les différents exemples aussi qui vont arriver juste après. Si on regarde côté ancrage local, donc là je vais en haut à droite. Donc on est ancré localement en fait parce qu'on a nos 9600 sociétaires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça a été très fort, notamment cette année avec nos premières réunions publiques, on a vu toute cette mobilisation et on voit, enfin voilà, on voit que les sociétaires, en fait, il y a vraiment ce modèle de circuit court de l'énergie où en fait les sociétaires locaux, ils sont propriétaires, entre guillemets, copropriétaires des installations de leur territoire qui sont à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Et on a évidemment les partenariats locaux avec les collectifs existants, etc., qui permet d'augmenter cet ancrage local. Et en termes d'adaptation, donc on a aussi en fait, on a vraiment pour objectif d'être un outil complet qui s'adapte aux besoins du territoire. Donc ça peut être sur plein d'aspects différents. De l'accompagnement technique, évidemment, la valorisation de l'énergie, l'investissement, etc. Je regarde pas les questions pour le moment, j'espère qu'il y en a. Ouais, je les note, ne t'inquiète pas. On les garde pour la fin. On les garde pour la fin. Voilà. Et du coup, là, on va vraiment passer sur la partie partenariat. Euh, donc, je vais globalement, globalement, on a des partenariats avec les acteurs du territoire qu'on construit un peu au cas par cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. Je ne vais pas vous présenter une liste vraiment très serrée de comment faire, etc. Ça va plutôt être un cadre global. Donc ça, c'est bien à garder en tête parce qu'en fait, suivant les spécificités de chacun, chacune, en termes de collectif, en termes de collectivité, alors là, ça va être surtout pour les collectifs citoyens, mais ça n'empêche pas du tout que c'est applicable aux collectivités. Euh, donc c'est vraiment ce cadre global qu'il faut avoir en tête parce qu'effectivement aussi suivant le territoire, suivant la constitution du collectif, etc., les dynamiques locales, etc., voilà, on a vraiment pour ambition de faire du sur-mesure, entre guillemets, par rapport à vous, vos besoins, etc. Donc les grands types de partenariats pour changer d'échelle, parce qu'effectivement les centrales au sol, c'est un peu un changement d'échelle, dans le sens où c'est pas le type de projet qui sont habituellement développés, notamment par les centrales citoyennes ou les collectivités, mais ça peut le devenir et c'est tout le but de vous montrer comment. Euh, donc on va revenir sur ces notions de petits projets et grands projets. J'espère que c'était bien clair pour tout le monde, cette nuance de puissance et de modèle derrière
en termes d'études, et cetera, de ce qu'il y a à fournir. Donc il y a en bleu, ce que vous voyez, c'est tout ce qui va être vraiment du co-investissement ensemble, où Enercop Aura va vraiment, voilà, investir, l'épargne de ses sociétaires. Et en jaune, ça va plutôt être ce qui est accompagnement. Donc là, c'est vraiment, vous qui investissez totalement et nous, on est plus dans une posture, d'accompagner, de faciliter le projet plutôt en termes de prestations, quoi. Du coup, pour tout ce qui est parc au sol, donc je vais commencer par ça. Tout ce qui est parc au sol, de moins de 300 kilowatts crête, des ombrières ou des projets en toiture, c'est très bien, enfin, l'idée, donc historiquement, les ombrières et les toitures, c'est vraiment porté par les acteurs locaux, donc pour nous, c'était pas une question de porter aussi ce type de projet. Par contre, on peut les accompagner et pour les parcs au sol de 300 kilowatts crête, aujourd'hui, on préfère que, voilà, pour l'avenir, ce soit plutôt les collectifs citoyens, ou les collectivités qui portent ce type de projet, parce que c'est des investissements qui sont plus accessibles et donc nous, on est en capacité de les accompagner. Et donc si je vais plutôt sur la partie bleue, c'est ceux Là, dont pour le dire autrement, c'est des prestations de type AMO que vous oui, pouvez offrir, quoi. oui, c'est ça. Et mais du coup, c'est pas vraiment le cœur du sujet, c'était juste pour le mentionner quand même pour, voilà, pour pas complètement éluder, le sujet, juste pour savoir que ça existe mais aujourd'hui, du coup, ce qui nous intéresse plus, c'est la partie bleue. C'est vraiment, ce dans quoi on peut faire des partenariats où Enercop investit aussi, de l'argent, enfin des moyens financiers et aussi voilà, du temps humain et cetera. Donc on a tout ce qui va être petit parc au sol, du coup, à partir de 500 kilowatts crête jusqu'à 1 mégawatt crête. Donc si vous avez suivi, ces 2 ou 3 points de livraison, si on parle en termes de raccordement. Donc ça, c'est une catégorie de projet. Et après, il y a tout ce qui va être grand parc au sol, de plus de 2,5 mégawatts crête. Donc là, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi il n'y a pas à partir d'1 mégawatt crête? Pourquoi c'est 2,5? C'est qu'en fait, en termes économiques, c'est difficile de financer une étude d'impact environnemental et un poste de transformation privé en haute tension, avec un projet entre 1 et 2,5 mégawatts crête. C'est très, très compliqué, voire impossible. Donc voilà, en fait, il y a un seuil de il y a un no man's land des projets entre ces 2 puissances-là. Et puis, je voulais juste mentionner aussi que Enercop Aura, on s'est investi sur d'autres partenariats locaux pour accélérer la transition énergétique citoyenne aussi localement, notamment avec Forest Ener, qui fait de la chaleur bois citoyenne, donc avec EPOS Énergie Partagée et Argasner, et puis Impulse aussi qui promeut le développement des énergies renouvelables en Biovallée, donc avec la centrale citoyenne 10 watts. Donc ça, c'est deux partenariats aussi qu'on a, qui sont un peu hors cadre global, on va dire, mais qui sont intéressants, voilà, pour montrer ce dans quoi on a participé aussi. C'est aussi dans cette idée du sur-mesure aussi, enfin voilà, de faire selon le territoire. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cadre un petit peu global, donc pour les petits parcs au sol, c'est quoi les partenariats qui sont possibles? Et après, ce sera pour les grands parcs au sol, et du coup, seront amenés à témoigner justement les centrales villageoises qu'on a introduit au début. Donc dans l'ordre, ça va être Citoyen Énergie, Combraille Durable, et après sur la partie grand projet, ce sera le projet d'Alpespace avec la Comcom Cœur de Savoie et le Solaret, la centrale villageoise du Solaret. Donc là, sur les petits parcs au sol, euh, donc entre 500 kilowatts crête et 1 mégawatt crête. Donc pour commencer là-dessus, il n'y a pas de société de projet qui est créée pour un petit parc, parce que c'est vraiment coûteux et lourd administrativement. Donc l'idée, ça va être plutôt que Enercop Aura porte le projet. Mais en fait, on peut le porter de plusieurs manières. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs points de livraison, j'espère que vous me suivez toujours sur le nombre de points de livraison, on est sur 2 ou 3. Il n'y a pas de question là-dessus, en tous les cas, donc Ok, ça a l'air clair. super. Dans ce cas-là, en fait, on peut les partager. C'est-à-dire que Enercop, par exemple, peut porter un point de livraison s'il y en a deux, et l'acteur local peut porter le deuxième. Donc ça peut être une possibilité de partager, en fait, que Enercop porte tout ou partie du projet. Et en fait, le fait d'avoir des points de livraison différents, ça veut dire qu'on peut aussi avoir des valorisations de l'électricité différentes. Donc, par exemple, Enercop, nous, ce qui va plutôt nous intéresser, a priori, ça va plutôt être de vendre pour les clients Enercop. Mais par exemple, si l'acteur local souhaite investir sur un point de livraison, et ben, il peut vendre
par exemple, en obligation d'achat, si un jour un arrêté tarifaire d'obligation d'achat voit le jour, ou en autoconsommation collective, voilà, suivant d'autres modalités. Donc ça, c'est des possibilités. Nous, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'Enercop, bah, on a un savoir-faire technique, depuis 2019, voilà, sur bon nombre de projets. On peut financer la phase à risque aussi, si besoin. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut discuter, notamment avant les autorisations. On peut, on va dire, porter le le coût des études, avant les autorisations et puis, par exemple, vous revendre, une partie du projet une fois qu'il est autorisé. Enfin, voilà, il y a plusieurs, modalités possibles. Et puis il y a un comité de suivi, en fait, du projet global, pour prendre des décisions. Et donc ça, ce que va vous présenter Citoyen Énergie, on a mis ça en place, en fait, pour une grappe de projets. C'est-à-dire que comme on avait plusieurs projets, on a décidé de faire une convention de partenariat. Donc, pour le développement de plusieurs petites centrales, sur un territoire. Donc voilà, j'ai noté, voilà, s'il y a le potentiel de plusieurs projets et une dynamique locale qui est forte, dans ce cas-là, pour nous, ça peut être intéressant, en fait, de de faire une convention de partenariat sur plusieurs projets. Avec, l'objectif, ultime, qui est que, voilà, si on atteint, en fait, un certain nombre de projets, entre 3, 4 ou 5 petits projets, on pourrait créer une société de projet où là, vraiment, on formalise l'investissement, du co-investissement, et cetera. Du coup, je vais laisser Citoyen Énergie, donc Yves Dieu-le-Saint, témoigner sur le partenariat qu'on a mis en place, du coup, donc en Haute-Savoie. Ok, merci Valentine. Donc Citoyen Énergie, donc on est présent sur le nord de la Haute-Savoie, on a une centrale villageoise. On fait que des projets en toiture aujourd'hui, on en a fait 11 pour à peu près 650 kW/crête. Et puis on est assez bien repéré par les collectivités. Bah, dès qu'on a fait quelques projets, on est repéré. Et puis bon, dans le conseil de gestion, il y a quelques élus. Voilà, donc on maille aussi le territoire côté élu. Et puis, bah, pour augmenter notre impact, on s'était dit que voilà, on allait tisser des alliances plutôt que de faire nous-mêmes. Donc, on a tissé des alliances avec, pour le bois énergie avec Forestener, et puis on a fait un premier projet. Et puis, sur le PV au sol, bon, on a tissé des alliances avec Enercop Aura, ce qui était pour nous naturel parce que on est quand même beaucoup d'actionnaires de Citoyen Énergie à acheter l'électricité à Enercop. Donc voilà. Et puis, on avait quelques membres du conseil de gestion avaient participé à la formation dispensée par Enercop pour repérer les terrains. C'était il y a 3 ans, je pense, hein, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc nous, notre job, c'est d'aller voir un petit peu. On est les gens locaux, donc d'aller voir les élus, discuter avec eux, faciliter les choses. Et puis, une fois que les projets seront en phase de démarrage, on va dire, s'occuper de l'animation et de la communication locale. Et puis, voilà, Valentine l'a décrit, on a la possibilité d'acheter un parc, notamment sur des projets qui, où il y a 2 ou 3 raccordements, quoi. Et puis, donc on a un premier projet, un parc au sol de 300 kW/crête. Alors, maintenant, ça n'existerait plus, mais voilà, sur une ancienne décharge à Saint-Sergue. Et voilà, c'est moi en vélo là-bas, sur, sur la photo. Donc, la construction, je pense, ça devrait se faire l'année prochaine sur ce parc-là. Et puis, un deuxième parc pour lequel on a répondu à 3, en fait, avec la SEM du syndicat d'énergie de la Haute-Savoie, la Cian ENR, avec Enercop et nous. Alors voilà, donc les élus nous connaissent bien. Et puis, on a proposé sur ce projet de mettre en place de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire sur un des trois parcs qui va y avoir dessus, proposer de l'autoconsommation collective. Et on a même proposé, comme on a déjà des centrales qui sont
en injection en S21, donc sur lequel on peut faire assez facilement d'autoconsommation collective. On a proposé de lancer ça avant, avant que ce parc soit terminé. Donc la boucle d'autoconsommation collective aujourd'hui est en place. On utilisait l'outil Elocop pour ça. Et puis voilà, on est en train de tester sur une personne. Mais je pense que d'ici quelques semaines, on va aller voir la commune pour leur expliquer un petit peu voilà, qu'ils peuvent acheter une partie de leur électricité en autoconsommation collective. Et je pense que c'est lié un petit peu à ce projet, quoi. Et puis, on a d'autres discussions avec Enercorp sur d'autres projets. Voilà ce que j'avais à dire. Il y a une question peut-être à laquelle tu pourrais répondre tout de suite. Isabelle des Balcons du Dauphiné demande si c'est une ancienne décharge de classe 3. Alors, c'est une ancienne décharge. Ok. La classe, je sais pas. Je sais pas si Valentine a vu ça quelque part dans le dossier. J'ai pas le numéro de classe. Par contre, c'est pas enfin, la décharge de Ordures Sansac, c'est ménagères. une ancienne ICPE. Donc, oui, qui effectivement avait des ordures ménagères. La décharge de Nangis, c'était pas une ICPE, il me semble. Ça Isabelle. répond bien à la question. Ouais. Et donc, techniquement, sur ces centrales qui sont enfin, sur ces sites qui sont des anciennes décharges, il n'y aura pas des pieux battus, hein. Ça va être des longues grines ou pour éviter de percer la décharge. Voilà. Voilà. Je passe Ok, merci beaucoup. On peut passer peut-être au Oui, témoignage suivant de Combraille. ça marche. Effectivement, ouais, on a mis le même type, enfin, on a le même type de partenariat du coup dans le Puy-de-Dôme. Donc, je laisse Valérie présenter tout ça. Ouais, bonjour à tous. Oui, Combraille Durable est une société coopérative d'intérêt collectif, donc même structure qu'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. On est donc sur le territoire des Combrailles. C'est un territoire qui se trouve dans le département du Puy-de-Dôme, au nord-ouest de Clermont-Ferrand, où depuis 14 ans, en fait, on a été créé en 2010 et depuis 14 ans, nous avons monté des installations photovoltaïques sur toiture de bâtiments publics en revente totale, donc auprès de DFOA ou Enercop. Donc à l'heure actuelle, on a 22 installations photovoltaïques qui représentent à peu près, voilà, j'ai mis quelques chiffres clés, 643 MWh de production d'électricité et en équivalent consommation par foyer, c'est 238 à peu près, 238 foyers. Euh, ces installations, en fait, autour de entre 9 kW crête et 100 kW crête, ont été très chahutées à partir de 2017 suite au tarif de rachat qui a dégringolé, qui a été divisé par, on va dire que la première installation a été revendue à 64 centimes du kilowattheure. Maintenant, on est à peu près 10 centimes. Donc, le modèle économique à partir de 2017 pour nous a été très compliqué pour continuer le montage de ces petites installations. Et donc, effectivement, on a essayé d'opérer un virage et de reconsidérer en fait les modèles et les types d'installations photovoltaïques qu'on pouvait monter. Et donc, on s'est effectivement rapproché naturellement d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Et pour l'année d'après, en 2022, monter un partenariat, donc une convention qui a été signée donc, lors de l'Assemblée générale d'Enercop dans notre village de Loubera, le 25 juin 2002, où effectivement comment dire, développé en fait des grappes. Donc on a commencé par effectivement après de longues recherches et nous en fait c'était effectivement le portage local, c'est-à-dire les réseaux avec les élus, les acteurs locaux,
Et puis, bah, les recherches aussi, de notre côté, de bouche à oreille et de réunion en réunion où, des maires sont venus, taper sur notre épaule en disant: «Ah bah, peut-être que j'ai ce terrain qui pourrait vous intéresser» et cetera. Et donc, tout ça couplé, on a finalement monté avec Enercop et tout le travail aussi qu'ils ont fourni, une grappe de 8 projets dont 4 seront, mis en service en début 2025. Donc c'est des projets entre 300 kilowatts crête et 660 et une deuxième grappe qui va venir en 2025. Pareil, sur toujours la même typologie de petits projets, au sol. Voilà, donc là, ouais, quelques exemples, donc ceux-là sont les plus avancés. Ils vont aboutir, très prochainement et donc on est sur des petites, 300 kilowatts crête. Donc là, a priori, donc c'est un modèle qui devient très, très, très tendu, notamment parce que c'est donc, Enercop qui porte l'investissement. Mais voilà, ces petites, installations, sont plus tellement en priorité, sur les recherches de sites, mais on va plutôt, sur des puissances, qui partent à partir de 500 kilowatts crête. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, Valentine? Bah, je sais pas, peut-être dans le partenariat, du coup, Mmh. on va dire que bah, ces projets, du coup, on partage la rémunération, on va dire, on a une sorte de rémunération de temps salarié passé sur le projet. Du C'est coup, ça. l'idée dans la convention de partenariat, c'est de partager ce temps. Mmh mh. Par exemple, bah, Enercop, nous, on va plus s'occuper de tout ce qui est autorisation d'urbanisme, demande de raccordement, construction, par exemple, gestion des entreprises Mmh. de construction. Côté Combraille durable, bah, ça va plutôt être tout ce qui va être relais local, facilitation, animation de réunions, animation des réunions publiques, la communication autour des projets. Mmh. Voilà, on a fait aussi suivant comment nous, on avait envie de travailler ensemble. Travailler ensemble, ouais. L'idée, voilà, c'est qu'on partage cette rémunération-là. Mmh. On la Donc passe. là, Combraille est votre relais local un petit peu et prend en charge cette animation territoriale, c'est l'animation des réunions publiques, etc. Complètement. Le lien aussi avec les Les collectivités. Oui, collectivités, les acteurs du territoire, les institutions, voilà, enfin tout ce qui peut être connexion aussi avec, la DTT, DREAL et cetera. Donc mais ouais, voilà, c'est globalement, c'est bien ça, ouais. et pour le moment, il y a pas de projet où Combraille souhaite investir directement, enfin dans les projets en tout cas là qui sont présentés. Mais l'idée peut-être dans le futur, ce serait de réfléchir justement à faire une société de projet commune où on remet tous ces projets et où du coup Combraille puisse officiellement prendre une part aussi financière. Mmh. Ça, On c'est notre vision un petit peu. Ouais, et puis, bah, effectivement, au-delà de ces petits projets, on essaye aussi de développer, de co-développer avec Enercop les installations de plus de 2,5 mégawatts crête. Mmh. C'est beaucoup plus complexe, parce que justement la concurrence est là. Mais en tout cas, oui, c'est aussi dans nos objectifs, de travail en commun et puis, aussi, une ouverture, sur, un potentiel, projet en autoconsommation collective, où on a justement la proposition du maire de Loubera. Donc Loubera est notre fief, de nous prêter un terrain communal pour, essayer de voir, s'il y aurait possibilité de développer un projet de 300 kilowatts crête en autoconsommation collective. Donc là, on commence tout juste les études. On n'a pas encore formalisé le modèle, voilà, mais en tout cas, on est sur cette ouverture-là également. Et du coup, je vois l'heure qui passe. Ouais. Je vous propose qu'on passe du coup sur la deuxième catégorie de projets. Donc, on a parlé là des petites centrales au sol et du coup de parler comme commençait à l'aborder Valérie, des grandes centrales photovoltaïques au sol. Donc là, ce type de modèle, donc avec un permis de construire, une étude d'impact environnemental complète, on est sur un modèle où on peut créer une société de projet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une société qui va porter le projet qui est créé et dans laquelle les acteurs peuvent investir. Donc Enercop a investi.
Nous, en général, on prend au minimum 40% du projet, enfin de la centrale. Et après, les acteurs locaux peuvent investir, donc les collectivités, les coopératives citoyennes, les SEM aussi, donc les sociétés d'économie mixte. Même on les incite. C'est pas, voilà, c'est en tout cas aujourd'hui il y a des, on va dire qu'avec la loi accélération, il y a une incitation, enfin une obligation d'incitation des collectivités. Nous, c'est vraiment dans notre ADN. On souhaite que les acteurs soient présents, que les acteurs locaux soient présents dans cette société de projet. En tout cas, c'est vraiment ni par obligation, c'est vraiment dans notre ADN, je dirais. Et du coup, l'idée, ça va être de co-investir ensemble, donc de co-porter le projet. On peut aussi partager les risques justement en phase étude. Donc, mais il est aussi possible, par exemple, si un acteur n'a pas forcément envie de mettre, on va dire, son capital social ou son financement, alors que le projet n'est pas autorisé, par exemple, pour payer l'étude de l'architecte. Voilà, une fois que enfin, le projet n'est pas encore autorisé, du coup, c'est possible pour nous de prendre en charge cette phase à risque. Et par exemple, que l'acteur, la commune ou la collectivité qui veut quand même investir, puisse investir une fois le projet autorisé. Ça, c'est ce qu'on met souvent en place. Et par contre, il y a quand même la participation à la gouvernance du projet, même si vous investissez pas directement dès le départ pour financer la phase d'étude. Il y a un COPIL, donc un comité de pilotage, avec les futurs investisseurs qui sont là. Donc voilà, pareil, si la coopérative citoyenne n'a pas envie d'investir tout de suite de l'argent en risque, donc avant les autorisations, et ben, elle pourra quand même participer au comité de pilotage en tant que futur investisseur. Donc ça, c'est vraiment le modèle, le cadre global qu'on a et voilà, qui fonctionne plutôt bien. Globalement aussi, l'animation et la concertation locale dans le cadre de ces grands projets, nous, on souhaite au plus possible qu'elles soient portées par le collectif citoyen local. Donc il y a une rémunération aussi qui est associée à ça. Pour vraiment porter voilà, la concertation, la mobilisation, avec aussi un appui évidemment d'Enercop, par exemple sur de la méthodologie ou des choses comme ça, ou des outils. Mais l'idée, c'est vraiment que l'animation locale se fasse par l'acteur très local. Et puis après, en termes de gouvernance, donc on a un comité technique voilà, qui pilote les études, un comité de pilotage, donc qui prend les grandes décisions, et puis des ateliers thématiques pour tout ce qui va être atelier de concertation. Là, on a vraiment des moyens plus importants pour faire de la concertation aussi par rapport aux petits projets, où enfin voilà, les moyens sont plus limités, alors que sur les grandes centrales, on va avoir aussi plus de budget pour faire plus d'animation. Donc voilà. Et donc le petit schéma à droite, c'est justement pour illustrer la société de projet en phase avant les autorisations, donc en phase de développement, en phase d'étude. Et donc là, voilà, c'est possible pour les acteurs locaux d'investir dès cette phase-là, mais s'ils ne le souhaitent pas pour des raisons qui pourraient être valables de voilà, pas mettre de l'argent en risque, c'est aussi possible d'investir plus tard. Et donc là-dessus, je vais laisser le témoignage à Alpespace, donc à Sébastien Hérault donc, de la Comcom Cœur de Savoie, et puis David de la centrale villageoise du Solaret. Je vous laisse présenter un peu ce projet à Alpespace. Merci Valentine, je pense que tout le monde nous entend. Oui, c'est bon. Moi, je suis Sébastien Hérault, je travaille à Comcom Cœur de Savoie. Et moi, je suis David Sebanol, je suis membre du conseil de gestion de la centrale villageoise Solar. Voilà, on va vous parler d'un projet qui s'appelle Alpecœur Énergie, qui est basé effectivement sur la zone d'activité d'Alpespace, qui est une zone d'activité qui regroupe à peu près 4000 emplois sur le secteur à la croisée des chemins entre les vallées de la Maurienne tarentaise, Chambéry et du Grésivaudan pour Grenoble. C'est un terrain en fait qui appartient à la communauté de communes. En fait, il avait été étudié en 2021 et 2020 par les services de l'État, qui avaient identifié une douzaine de sites propices à des installations photovoltaïques au sol de plus de 2 MW. Et comme ce terrain-là appartenait à la collectivité, ça me paraissait intéressant d'avancer de manière un peu exemplaire sur ce site-là. Alors, c'est un site qui est au sein d'une zone d'activité économique, mais qui est frappé par deux grands éléments lourds qui complexifient l'implantation des entreprises. Le premier, c'est qu'on est en zone rouge du PPRI, donc ça, voilà, c'est la construction impossible en bonne partie. Et puis le deuxième, c'est qu'on est sous des lignes très haute tension, RTE, donc c'est plus facile en termes de raccordement, encore que, mais c'est surtout un impact aussi important par rapport à tout projet d'implantation.
Donc la Comcom, en fait, elle a souhaité avancer assez rapidement sur la mise en œuvre d'un projet photovoltaïque au sol sur ce site-là. Et la première chose qu'on a fait, c'est de lancer un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, puisqu'on avait une obligation de mise en concurrence. Et dans cet AMI, les élus ont souhaité mettre, pour faire très simple, 3 grands critères principaux. Le premier, c'est un critère, bien sûr, de production d'énergie renouvelable. Ce site-là, il représente un enjeu important pour atteindre nos objectifs de production de NR. Pour information, dans notre plan climat à horizon 2030, on doit réaliser et mettre en service à peu près 5 sites de cette puissance-là, si on veut atteindre nos objectifs. Le deuxième, c'était un objectif aussi environnemental, de dire, voilà, on est sur un site, certes, qui a accueilli pour l'instant des déblais issus de la construction de la zone d'activité il y a une vingtaine d'années, mais qui a du coup plus vraiment de valeur agronomique. Mais pour autant, on a un certain nombre d'espèces rares qui s'y sont installées et dont on voulait prendre soin, et en tout cas faire en sorte qu'on puisse avoir de la conciliation d'usage entre un projet solaire et un projet aussi respectant au maximum la biodiversité. Et le troisième critère, c'était un critère de partage de la valeur, où nos élus avaient souhaité que la valeur ajoutée créée par cette installation puisse être largement partagée au sein des acteurs du territoire et au plus local si possible, en associant bien sûr la communauté de communes en tant que propriétaire dans le capital de la société, les communes membres, parce que ce site a en plus la spécificité d'être sur 2 communes, mais également les acteurs locaux et les citoyens. Donc on a rédigé un AMI dans lequel on souhaitait laisser une place importante aux citoyens, et c'était clairement un critère de sélection. Alors, tous les répondants à cet AMI n'ont pas parfaitement compris ce critère-là, en tout cas, ils n'étaient pas forcément aguerris à ça, mais ça nous a amené à sélectionner au final un groupement constitué effectivement, comme disait Valentine tout à l'heure, de la SEM départementale de l'énergie, qui s'appelle Énergisère, qui est basée en Isère, comme son nom l'indique, et associé avec Enercop pour la partie développement. Donc, c'est ces 2 structures-là qui portent à 60-40 le co-développement du projet. Et lorsque on aura obtenu les autorisations administratives et donc on pourra passer en phase de réalisation, on rentrera dans le capital de la société un certain nombre d'acteurs locaux, citoyens et ou publics. Donc 2 SEM Énergie, la SEM départementale de la Savoie qui est un petit peu aujourd'hui moins avancée qu'en Isère sur ces questions-là, en tout cas pas de centrale en exploitation. Et puis la SEM de la Haute-Savoie également, la centrale villageoise de Solaret dont David parlera, et puis bien sûr la Comcom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est un projet d'envergure qui fait à peu près 5 MW, de l'ordre de 6 gigawattheures de développement, qui est aujourd'hui plutôt avancé. Alors, l'État nous dit d'accélérer, mais on n'accélère pas trop vite, puisqu'ils ont mis 1 an pour instruire le permis de construire avant en tout cas, de nous autoriser à démarrer l'enquête publique qu'on débute aujourd'hui. Et ce qu'on voit ensuite sur le slide suivant, si on peut passer, c'est aussi la façon dont on a mené d'une part la cohérence avec le projet de plan climat, mais aussi la concertation locale et citoyenne. Et là, je vais laisser David en parler, puisque c'est la force aussi de ce collectif citoyen à nos côtés que de pouvoir mobiliser et avoir des contacts de proximité avec les acteurs locaux. Oui, donc le Solaret, c'est une centrale villageoise qui a été créée en 2017 sur le territoire. Donc, depuis 7 ans, on installe essentiellement des installations sur toiture. Enfin, c'est pas essentiellement, en fait, exclusivement des installations sur toiture. Au départ, essentiellement sur des toits de particuliers, et puis de plus en plus sur des toitures plus importantes, en particulier de collectivités, aussi un petit peu d'entreprises. Et depuis le début, il y a quand même un partenariat assez fort avec la communauté de communes et la ville de Montmélian à travers la mise à disposition de toitures et puis globalement, puisque même la Comcom est sociétaire du Solaret. Donc voilà, donc on travaille quand même vraiment en complémentarité, en confiance, en coopération. Donc là, nous, on a vraiment été invités dans le projet, à la fois par Enercop et par la Comcom. Et notre place, elle est effectivement d'avoir un ancrage local pour apporter du capital citoyen ultra local. Voilà, pour une petite part dans l'ensemble de l'investissement, mais symboliquement, c'est important. Pour nous, c'est l'opportunité de contribuer aussi à un changement d'échelle dans les volumes de production, puisque là,
on touche à des volumes de production qu'on ne pourra jamais obtenir tout seul. Et puis, on peut contribuer au lien avec les habitants, que ce soit pour, on va dire, une concertation ultra light. Voilà, j'ai du mal vraiment à dire que c'est de la concertation, mais en tout cas, c'est plus de la sensibilisation, du porter à connaissance, du recueil de points de vigilance et en tout cas, ça permet de créer du lien sur le territoire, à la fois avec les habitants, peut-être avec une partie des élus, pour que le projet il soit approprié, à la fois pour que davantage de citoyens puissent prendre des parts à travers notre coopérative. Donc, ça, c'est une porte d'entrée financière dans le projet pour le financement citoyen. Et puis, aussi finalement pour contribuer à une sensibilisation plus large sur la question de la transition écologique, des enjeux de la production d'énergie renouvelable et même jusqu'à la sensibilisation sur les nécessaires réductions de consommation. Voilà. C'est après pour nous le challenge, c'est de passer. Ça nous oblige aussi, c'est l'opportunité en travaillant avec des acteurs très structurés, très professionnels. Comme nous, on est entièrement bénévole. Ça nous challenge un petit peu sur l'ampleur du projet, sur la levée de fonds, sur la contribution à différentes instances de pilotage, etc. Donc c'est aussi un levier qui nous fait avancer dans notre montée en compétences. Voilà. Et Je crois que vous avez d'ailleurs un projet de professionnalisation partagé dans les tuyaux. Alors ça fait partie de la dynamique globale de la centrale villageoise qui se questionne depuis quelques temps sur les limites du bénévolat et comment aller plus loin en créant peut-être un poste mutualisé avec d'autres centrales villageoises proches. Et ce type de projet contribue, ou en tout cas à accélérer la réflexion et peut-être soutien aussi, parce que il y a des perspectives de rémunération finalement qui permettent de consolider le financement d'un poste à moyen terme. Voilà, le dernier point que je voulais souligner, c'est Sébastien disait la volonté initiale de la collectivité de porter ou d'impulser un projet exemplaire. C'est que finalement, là, du point de vue de la citoyenneté du projet, on a un petit peu ceinture et bretelles, puisque la collectivité, par définition, c'est quand même des représentants des citoyens. Enercop est une coopérative citoyenne, et voilà, nous, on apporte le côté local, j'allais presque dire pittoresque, des citoyens du cru. Voilà, moi, ce que je voulais simplement souligner pour conclure, c'est qu'on démarre d'ailleurs aujourd'hui l'enquête publique et que c'est quand même une anecdote, mais je trouve que ça montre aussi la dynamique et la force de la dynamique citoyenne. Le commissaire enquêteur qui a souhaité nous rencontrer pour préparer cette enquête publique, la première question qu'il m'a posée, c'est quelle concertation vous avez menée, quelles actions d'information vous avez menées vis-à-vis des citoyens locaux. Et le fait de s'appuyer sur le remarquable travail qui a été porté par Solaret et Enercop a été de nature à la rassurer complètement. Donc, on aura la réponse dans quelques mois, quand on aura son rapport, bien sûr, et quand on aura l'ensemble des contributions. Mais on peut dire quand même que c'est quand même la façon dont quand on associe des acteurs locaux, et ça, c'est vraiment dans les gènes d'Enercop et du Solaret, on se donne les moyens, en tout cas, de favoriser, faciliter l'acceptation locale. Je ne dis pas que c'est systématique, l'unanimité n'existant pas, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté d'écoute. Et on l'a vu aussi sur d'autres projets portés par Enercop dans d'autres situations sur le territoire où on arrive à trouver des compromis qui permettent de ne pas faire qu'un projet simplement d'ONR, même s'il y a urgence, mais aussi de prendre en compte les spécificités des sites et faire en sorte qu'on coche aussi d'autres cases
puisqu'il y a aussi urgence, par exemple, sur la biodiversité. Merci Sébastien. Valentine, tu veux reprendre peut-être la parole pour synthétiser ça? Ouais, et ben merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport au témoignage. On verra peut-être les questions. Je pense que c'est bien de laisser les bonnes 20 minutes de questions. Ouais. Simplement, peut-être là, il y avait quelques exemples de partenariats. Donc, en plus des gens qui ont témoigné, on a évidemment, enfin, on a d'autres liens avec d'autres centrales citoyennes, d'autres collectivités. Donc voilà, c'était simplement pour le mentionner. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y aura le webinaire qui sera rediffusé, enfin revisionnable, et puis le support aussi qui sera envoyé. Et puis voilà, c'était simplement pour donner les contacts. Enfin voilà, si vous avez enfin, s'il y a des besoins de rester en contact, en tout cas, on a une adresse mail pour chaque, pour chaque métier. Donc, pour ce qui est vraiment des partenariats, en tout cas, c'est l'adresse production@aura.enercop.fr. Donc, si vous avez voilà, s'il y a des envies de réagir suite à ce webinaire et de rentrer en contact, n'hésitez pas. Sur la partie accompagnement, c'est plutôt études@aura.enercop.fr. Client, bah, c'est contact, et sociétaire, c'est sociétariat. Voilà, on a aussi des belles pages web. N'hésitez pas à aller les consulter parce qu'elles sont assez claires voilà, sur ce qu'on peut porter, voilà, des exemples de ce qu'on peut faire. Donc, on mettra tout ça de toute façon à disposition. Donc, je vais essayer de synthétiser les questions qu'il y a Oui. eu. Donc, il y a toute une salve de questions par rapport au modèle économique. Donc, une question d'Étienne Join des centrales villageoises qui demande comment se positionne Enercop sur l'achat de surplus d'opérations d'autoconsommation collective avec de petits parcs au sol développés par les sociétés citoyennes. Et ben, actuellement, on a un cadre d'achat qui est très limité. Donc, on a certainement dû avoir des échanges avec certains d'entre vous sur des opérations justement qui sont montées, où en fait, on n'a pas du tout un système informatique automatisé, etc., pour traiter tous les contrats d'achat des petits surplus. Donc, en fait, c'est un travail qui se fait manuellement, c'est-à-dire qu'on va traiter de la même manière l'achat d'un surplus d'autoconsommation collective, donc qui est vraiment un tout petit, voilà, un peu souvent des petits volumes d'énergie. On va traiter ça à peu près de la même manière. Ça va prendre autant de temps que de traiter l'achat en producteur, par exemple, un producteur éolien. Donc je caricature un peu, mais c'est vraiment pour montrer que pour nous, en fait, on n'a pas investi suffisamment dans des moyens informatiques pour pouvoir acheter tous les surplus. On aimerait pouvoir le faire, mais en tout cas, c'est pas actuellement possible. Donc on a un quota, en fait, enfin, on est vraiment limité en termes de contrat. Donc on va prioritairement acheter les surplus des opérations des gens, enfin justement des partenariats des gens avec qui on travaille, parce qu'on est obligé de prioriser. Néanmoins, enfin voilà, si vous avez quand même une demande, et ben on peut voir au cas par cas comment ça peut s'insérer justement si les quotas sont remplis ou pas. Enfin, il y a aussi ça. Mais du coup, la réponse, c'est plutôt que actuellement, on peut pas, mais que dans le futur, on aimerait travailler un cadre où on peut acheter beaucoup plus largement ces surplus. Il y Voilà. avait du coup, je pense que c'est un petit peu en lien, une question de Benoît Gonsolin des centrales villageoises, de l'association centrale villageoise et des centrales villageoises du Trièvre, qui demandait est-ce qu'un parc au sol de 1000 mètres carrés est pertinent avec une assurance d'ACC à 90%? J'imagine, avec sous-entendu, avec don du surplus, quoi. De 1000 mètres carrés? Ouais, c'est ce qu'il demande. Bon, après, t'es Ok. peut-être pas obligé de répondre. Alors, j'ai pas de calculateur en tête. Ouais. Mais ce à quoi il faut être vigilant, c'est à trouver en fait enfin, des structures à bon prix, enfin, et un installateur aussi qui est en capacité de faire du photovoltaïque au sol. Donc là, en l'occurrence, comme c'est une toute petite puissance, enfin, là, on est de l'ordre de 100 kW d'ordre de grandeur. Il faudrait trouver un petit installateur qui soit en capacité de le faire et d'assurer, et enfin, d'avoir les bonnes assurances, etc., pour faire ces structures-là. Et du coup, construire la centrale à un coût qui est raisonnable. En fait, c'est surtout ça qui va jouer. Mais, et après, enfin, sur le raccordement, voilà, s'il y a de l'autoconsommation, etc., je pense qu'il y a un modèle économique à regarder derrière, concrètement. J'ai pas de réponse toute faite. Ok. Lauriane de Copawatt demande quelle est la fourchette de tarif de vente d'électricité proposée par Enercop pour les projets entre 500 kg et 1 méga. Donc ça, en fait, c'est uniquement les projets qu'on porte en propre. Enfin, justement, c'est la catégorie, là, les projets bleus qu'on peut porter en partenariat avec les centrales citoyennes.
Ça, c'est du coup des contrats de gré à gré entre Enercop et Enercop, si je résume simplement. Et donc la fourchette de prix, si c'était la question, actuellement, on était autour, enfin, ça dépend pour quelle typologie de projet, mais on était autour de 90 € du mégawattheure l'année dernière. Et là, en fait, on est en train de considérablement baisser cet approvisionnement-là. Donc, l'achat, il est plutôt visé autour de 75 € du mégawattheure. Après, c'est des chiffres qui sont pas consolidés pour l'année prochaine, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui se passe en interne à Enercop et c'est pas des contrats qu'on peut proposer à l'externe. Parce que l'idée, c'est vraiment de renforcer notre approvisionnement et d'être producteur, Euh, Donc, ça répond à la question de Morgane, de l'Asso des centrales villageoises aussi, qui demandait est-ce qu'Enercop est également intéressé par des PPA sur des petits projets développés par d'autres acteurs? Pour des petits projets, c'est pas d'actualité. Par contre, ça peut sur des plus grandes centrales, en fait, comme on s'approvisionne auprès de producteurs. Après, si vous avez quand même si vous voulez envoyer un mail avec les informations, on pourra vous faire une réponse plus précise. Mais a priori, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas contractualisé sur des PPA, sur des petites centrales. Ok, toujours côté finance. Vincent de Vienne Condrieu Aglo demande quel est le montant moyen de loyer sur quel montant moyen peuvent-ils compter? Ah oui, Un projet entre 1 méga et 2 méga 5. ok. Donc plutôt catégorie grand projet. Moyen là, hein, parce que il demande sur chacun des types, je pense, inférieur à, Oui. à 1 méga et supérieur à 2,5. Et ben du coup, moi, ce que je vais donner, c'est des ordres de grandeur de loyer qu'on peut proposer en tant qu'Enercop parce qu'on achète l'électricité à un prix bas. Mais en fait, si demain il y a de l'obligation d'achat, ces ordres de grandeur de loyer, ils sont certainement un petit peu plus élevés. Ça ne veut pas dire que c'est non plus la fête des loyers, mais du coup, voilà, sur des tarifs d'achat assez bas, parce que l'objectif, c'est d'avoir des consommateurs finaux qui n'ont pas des factures qui explosent, hein. On est vraiment dans ce lien production-consommation. On a des loyers sur des petits projets qui sont de l'ordre de 2 € du kilowatt-crête. Donc, si vous faites le calcul, en gros, c'est entre 600 € pour un 300 kg et 2000 € pour un projet d'1 mégawatt par an. Et puis après, sur des plus grands projets, ça va dépendre vraiment en fait de la modélisation économique du projet. Mais globalement, Enercop, on est loin de s'aligner sur des niveaux de loyer qui peuvent être proposés dans le monde traditionnel des entreprises privées du photovoltaïque ou de l'éolien. Voilà, enfin, il y a complètement parfois même de la spéculation sur le loyer. Nous, on est vraiment en dehors de ça. Donc, c'est pas, on va dire que c'est pas l'argument premier pour faire des projets avec nous, mais il y a d'autres retombées économiques hein, qui peuvent avoir lieu. Enfin, dans les projets citoyens, on n'est pas revenu là-dessus parce que c'est le travail aussi d'énergie partagée et d'Oracle là-dessus. Mais en fait, les projets citoyens, il y a aussi d'autres retombées financières, notamment, voilà, s'il y a de la prise de part sociale, etc., il peut y avoir des dividendes à moyen terme. Donc ça, c'est aussi des calculs qui peuvent être faits. Mais et puis il y a aussi tout ce qui va être les taxes, j'en ai pas forcément parlé, mais il y a les taxes locales qui peuvent aussi être des retombées supplémentaires pour les communes. Après, voilà, c'est pas des loyers très élevés en tout cas. Ok, merci. On quitte un peu ces questions de financement. Il y a des questions aussi qui tournent autour du foncier. Donc Bruno, par exemple, de l'Agglo de Thonon, demande en tant que collectivité, comment la collaboration avec Enercop peut-elle se matérialiser ou être facilitée dans le cadre d'un développement de projets solaires PV au sol sur une ancienne décharge? Avons-nous l'obligation de passer par un AMI auquel Enercop peut répondre, au même titre que d'autres développeurs qui ne porteraient probablement pas les mêmes valeurs dans leur ADN? Alors peut-être que Bruno a eu une partie de réponse par l'exemple et les critères que Cœur de Savoie avait mis dans son AMI, mais peut-être que tu veux compléter sur cet accès au foncier. Non, mais oui, globalement, sur l'AMI, c'est possible de faire un AMI avec des critères citoyens. Donc ça, c'est même, enfin, pour nous, en tout cas, Et on a des modèles dans le réseau Oracle, donc on peut vous voilà. passer le modèle d'AMI. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Après, si c'est des petites surfaces, donc souvent c'est le cas pour des petits projets inférieurs à 1 mégawatt. Si c'est sur du domaine privé de la collectivité, on peut avoir aussi un système de manifestation d'intérêt spontané.
donc qui évite toute la, on va dire, toute l'artillerie lourde de l'AMI et voilà, de tout cette. Enfin, c'est vraiment assez lourd à mettre en place et à gérer, etc. Mais c'est plutôt pour des plus petites centrales et puis de domaines privés de la collectivité. Donc, par défaut, l'AMI, avec des critères citoyens, si c'est une grande centrale, ça reste la réponse privilégiée, quoi. Voilà. Ok, merci. Toujours Bruno qui demande peut-on vraiment considérer que les parcs solaires PV n'artificialisent pas les terrains concernés, même partiellement? Alors, sur l'artificialisation, en fait, c'est vraiment, on va dire, sur la surface d'ancrage des pieux. Donc, c'est quelques centimètres carrés à chaque. Enfin, voilà, vraiment très dispersé. Donc, ça, c'est pas des interprétations, c'est vraiment du code de l'urbanisme. Donc, effectivement, non, ça artificialise pas. Par contre, ça peut consommer de l'espace, c'est-à-dire que si vous êtes sur une zone qui pourrait être utilisée, par exemple, pour l'agriculture, et ben, ça va consommer de l'espace agricole. Ça va pas artificialiser l'espace, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, l'espace agricole peut pas être utilisé pour sa vocation agricole. C'est un exemple qu'on rencontre peu, mais en tout cas, non, ça artificialise pas. Ok. Il y avait une question aussi toujours de Benoît Gonsolin qui demande Enercop a-t-il l'exigence d'un choix souverain quand c'est possible sur le matériel installé dans ces centrales au sol? Alors, souverain, oui, parce que, enfin, de toute manière, donc sur des grandes centrales, c'est la société de projet qui fait ce genre de choix, qui va orienter, qui va décider suite à consultation des entreprises. Et après, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en compte, notamment, vous vous en doutez, mais le modèle économique et la situation, on va dire, économique de la filière photovoltaïque au moment, à l'instant T. On sait qu'en ce moment, là, c'est vraiment très compliqué pour les industries européennes et françaises de survivre. Donc, il y a vraiment une concurrence asiatique qui écrase complètement toute concurrence européenne. Donc, en fait, il y a aussi des facteurs qui sont un peu indépendants. Enfin, on serait un peu prétentieux de dire qu'on a la main sur, sur ce qui se passe en fait en dehors. Donc, on s'adapte aussi en fait beaucoup au contexte, malheureusement. On pèse pas encore assez lourd au niveau national ou international pour avoir des prix intéressants sur les filières européennes. Mais après, sur le choix en lui-même, de toute manière, c'est vraiment la société de projet qui prend cette décision. Donc en fait, c'est une discussion entre les acteurs, dont Enercop fait partie. Mais voilà, après, dans l'éthique de projet, nous, on préfère privilégier des panneaux européens, mais en fait, il y a quand même toujours la réalité économique. Donc, c'est pas une, on va dire, c'est pas une doctrine. On va toujours et systématiquement regarder et faire chiffrer des panneaux européens. Mais là, en tout cas, sur les premiers projets, par exemple, on a pris des panneaux asiatiques parce que c'était aussi le bon compromis derrière pour faire sortir des projets et pour pas se plomber, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, sur un projet et pas pouvoir en développer d'autres, quoi. Donc voilà, c'est tout un, enfin, c'est des En fait, je pense discussions à qu'aussi on avoir. peut répondre que ces questions, justement, enfin, le fait d'avoir une gouvernance ouverte avec les acteurs locaux, c'est ce que tu as dit, hein, c'est la SPV qui Oui, va porter ces décisions-là et c'est des sujets qui sont débattus au sein des sociétés de projet. Voilà, à quelle concession économique on est prêt pour avoir un matériel peut-être plus, voilà, plus responsable, plus local. c'est bien À quel, résumé. Merci. à quel prix? Les dernières questions d'Émilie d'Iwatt Impulsaire s'adressent plutôt à Combrailles et à Cœur de Savoie. Donc, la question pour Valérie de Combrailles Durable, sur les 8 projets que tu as présentés de parc au sol, à quelle distance géographique sont-ils les uns des autres? Et avez-vous fait de la sensibilisation spécifique auprès des habitants? Si oui, quoi? On est sorti de notre territoire, hein, des Combrailles, c'est sûr. Donc il a fallu effectivement aller. On est sur l'échelle du département du Puy-de-Dôme. L'installation la plus éloignée est à 50 minutes de Loubera.
Après effectivement, on n'a pas voulu aller, enfin c'est vrai que c'est compliqué ensuite pour mobiliser les bénévoles, sur, voilà, sur ces nouveaux projets. Par contre, ce qu'on a entrepris de faire, lors de nos réunions d'information et nos réunions publiques, c'est effectivement d'essayer de trouver, du «relais local» entre guillemets ou, potentiellement, bah, des futurs bénévoles pour, ben, surveiller ces installations et voilà, que ce soit, mais c'est vrai que là, on développe, d'autres stratégies, on va dire, pour aller au-delà, du territoire sur lequel on était depuis une dizaine d'années. Je crois qu'il y a Donc un des parcs qui est sur le territoire de Averne Durable. oui, il y en a 2 même, 3. Ah, ok. Donc effectivement, après oui, par rapport à d'autres coopératives citoyennes, donc Arverne Durable est toute jeune, et effectivement ça on les intègre dans dans l'actualité et le développement de ces projets-là et donc effectivement ils peuvent devenir, relais locaux par rapport à ces projets qui se trouvent sur leur territoire. Ok, merci. Et du coup, sur la nature de la sensibilisation des habitants, est-ce que tu as... Et ce que je disais tout à l'heure, on utilise justement on a fait, par exemple à Gia et à Saint-Amand-Tallande, des réunions d'information et des réunions publiques. C'est-à-dire on a un peu doublé, ces réunions pour, sensibiliser, au plus près les administrés de ces communes. Et donc c'est par ce biais-là qu'on essaye aussi, de voir qui pourrait être intéressé pour être, intégré ou faire partie, de près ou de loin à ces projets. D'accord. Une question pour Cœur de Savoie, toujours de la part d'Émilie. Pouvez-vous détailler les actions de sensibilisation aussi et d'animation mises en place et aussi leur calendrier avant l'enquête publique? Alors, le calendrier, en fait, on a fait les actions de sensibilisation, d'information avant le dépôt du permis de construire. Euh, Voilà. Et en termes d'actions précises, on a organisé des réunions d'information dans les communes concernées par le projet. Donc voilà, en cœur de bourg. On a fait aussi sur site que comme la centrale au sol va être implantée en périphérie d'une zone d'activité et qu'il y a des salles, et qu'il y a quand même pas mal de flux de personnes. Donc on a fait des réunions d'information là-bas avec visite sur le terrain. Donc il y en a eu une grande publique couplée à notre assemblée générale d'ailleurs. Euh, et puis il y en a aussi une organisée spécifiquement pour les élus de la Comcom. Donc on a organisé une permanence sur le. En fait, il y a un restaurant à proximité, donc on a essayé de faire aussi de l'animation un peu plus enfin, pas en mode maraudage, même si on n'était pas en déplacement, mais on était sur un lieu de passage de, des, des, des usagers de la zone d'activité euh, pour essayer voilà, d'interpeller, en tout cas de susciter de la curiosité et d'engager la discussion. Donc ça, c'était une stratégie aussi on a fait ça avant les réunions d'information pour communiquer sur les dates des réunions d'information. Voilà, ce que je voulais simplement aussi ajouter, parce qu'on est sur 2 communes, il y a aussi 2 conseils municipaux jeunes dans ces 2 communes. Et donc, on a aussi intervenu auprès des 2 conseils municipaux jeunes qui ont eu l'occasion aussi de visiter le site, sur lequel on a réussi à présenter le projet et répondu à leurs questions. Voilà, donc c'était aussi une façon d'associer un autre public. Super, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une dernière question. On revient aux questions de modèle économique de la part de Jean-Claude de Bucria Énergie qui demande
Donc là, c'est pour toi, Valentine. Comment est-ce qu'on peut anticiper les variations de tarifs en gré à gré sur la durée d'amortissement de l'investissement? C'est un risque financier majeur, point d'interrogation. Peut-être réexpliquer un peu les PPA. Oui, le contrat en fait de gré à gré, donc le PPA avec Enercop là qu'on fait sur les centrales, il est en fait, enfin c'est un prix fixe et connu sur 30 ans. Après, il peut légèrement être indexé quand même sur une formule qui doit être liée à l'inflation en gros. Mais globalement, le tarif en fait est connu sur 30 ans, donc c'est aussi un gros avantage pour le développement de ces projets. On bénéficie pas en fait des tarifs garantis par l'État, mais en fait on se garantit quand même des tarifs. Donc c'est pas vraiment un risque financier de ce point de vue-là. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions et on a aussi pas mal de remerciements dans le chat. Donc, je vous les relaye à tous ceux qui ont participé à ces témoignages. Peut-être pour finir, parce qu'on a presque pas de retard, je vous propose un petit sondage de simplement 2 questions pour savoir un petit peu anticiper les suites que vous aimeriez donner à ce webinaire. Est-ce que vous envisagez des développements sur vos territoires? Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et merci à tous. Donc, comme ça a été demandé plusieurs fois aussi dans le chat, hein, bien sûr, on mettra le contenu à disposition sur le site d'Aura 2E et puis toutes les personnes qui avaient laissé leurs coordonnées en s'inscrivant au webinaire, on vous passera ces informations-là dès que ça sera en ligne. Il n'y a que 7 réponses sur 22, donc on va attendre encore un petit peu. Tu vois les résultats s'afficher chez toi aussi, Valentine? Oui. Ok. Donc, on nous demande le lien vers l'étude de l'ADEME. Elle a été mise dans le chat, mais on la remettra aussi dans le corps peut-être dans le corps du diaporama. Comme ça, vous aurez le lien effectivement vers l'étude de l'ADEME. Ok, je pense que je vais mettre fin au sondage. Bien. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Bonne Merci. journée. Merci Au bien. revoir. Partage les résultats quand Merci. même, et puis à toi en particulier, Valentine, et puis aux collectifs citoyens et aux collectivités qui sont encore connectées. Voilà, donc plutôt pas beaucoup de réponses, hein, 11 réponses, mais plutôt des projets dans les tuyaux, quoi. Et plutôt du côté des collectifs citoyens, puisque 7 membres de collectifs citoyens et un agent de collectivité ont répondu. Super, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions, à nous contacter ou à contacter Ourac. Un projet qui appartient à Patrick, mais qui est sur la commune d'État. C'est un méga actif. Moi, je suis preneuse de votre AMI, Cœur de Savoie. Je crois pas que je l'ai vu passer. Alors, on le vend. On le vend? Ok. Ah, je te l'envoie dans la foulée, pas de souci. C'est pourquoi les Savoyards, ils sont riches. Ça m'étonne pas de toi, Sébastien. Non, mais merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. À bientôt. Je vais me déconnecter aussi. Merci, au revoir. Au revoir.